Bien entendu, le BBC souhaite créer beaucoup de fumée parce que, évidemment, ils savent bien que ils ont joué avec les vidéos de Trump. Il n'y a pas de doute. Ouais, ils ont joué. Peut-être ce n'est même pas fait par l'intelligence artificielle, c'est fait par des êtres humains qui ont voulu donner l'impression que... Alors, bien entendu, ça va leur coûter cher et surtout dans une ambiance, je dirais, juridique anglaise, common law, pas la loi napoléontique, mais nous avons une loi common law, la loi commune, et bien entendu, dans la loi commune, eh bien, ça vous coûte beaucoup d'argent. Mais, je répète, si un jour le BBC sera condamné, eh bien, sera l'État anglais qui est obligé de payer. Parce que il n'y a pas de assets, il n'y a pas d'actifs, il n'y a pas une entreprise BBC est une entreprise d'État, une entreprise qui vit d'un budget approuvé par le Parlement. Alors, imaginez-vous plutôt ce pas stratégique du président Trump pour dire mais voilà, je vais les enseigner une petite leçon, parce que même si on est obligé que de payer, dans des termes américains, on est obligé que de payer mes 50 millions, mais il n'y a pas de 5 millions dans la caisse du BBC. C'est-à-dire qu'on doit trouver l'argent où? Parlement. Parlement anglais. Imaginez-vous, le Parlement anglais est obligé de voter. Alors là, c'est quand même une situation qui n'est pas seulement compliqué, mais c'est un exploit potentiel politique. Et nous savons très bien que le président Trump est très habile de trouver ces petits chemins pour avoir des surprises qu'on n'aime pas du tout, mais des surprises qui lui donneraient un levier énorme et qui vont coûter, ce levier va coûter très cher à Keir Starmer, au Premier ministre. Je ne crois pas qu'il serait capable de survivre cette attaque. Le cas du BBC, de Trump contre BBC, est très fort, hein, Idriss. C'est un cas très fort. La preuve est évidente. Alors, vous savez que Trump est un homme qui ne fait pas la lutte pour essayer de gagner. Dans ce cas-ci, il sait très bien qu'il n'y a pas de fumée, il y a un feu. Et le feu est bien identifié. On me dit qu'on sait parfaitement qui sont les responsables, plus on sait qui sont les responsables politiques qui ont donné les instructions de le faire. Parce qu'on sait très bien que le BBC est une institution politisée où il y a de leviers politiques qui sont souvent exploités. Eh bien, à cette époque-là, malheureusement, il y a des preuves que ça fut fait avec intention et Trump va exploiter cette opportunité. N'oublions pas qu'il va l'exploiter jusqu'à la fin, parce que ça va quand même lui donner beaucoup de prestige, ça va lui donner... Et c'est pas une surprise que le roi Charles III est prêt de venir en Angleterre, aux États-Unis, dans son visite d'État. C'est assez rare parce que quand il y a un tel problème pénible, aigu, compliqué, où l'Angleterre est quand même près est tout près de perdre sa gloire, sa façade, sa tout, eh bien, le seul qui peut sauver, c'est pas la cour, mais c'est le roi. Oui, merci pour cet éclaircissement. Et donc, au final, peut-être même que la BBC dessert son sujet quand elle parle de l'insider trading du délit d'initié, parce que Trump pourra dire, mais regardez, ils sont déloyaux, ils font ça pour se venger du procès sur la diffamation. Peut-être qu'il aurait fallu donner ce dossier à un autre organe de presse. On se rappelle, toi tu connais très bien ça, Gunther, au Japon par exemple, quand les médias japonais enquêtent sur les malversations d'une société japonaise, comme par exemple Olympus, en général ils ne publient pas le scoop eux-mêmes, ils le font publier en Nouvelle-Zélande pour ensuite
le reprendre derrière en disant nous, on ne fait que reprendre, que citer un scoop qui a été publié en Nouvelle-Zélande. Dépêche suivante, alors Palantir vient de publier un manifeste. Le manifeste publié par Palantir sur X n'a rien d'un simple exercice intellectuel, c'est une doctrine. En 2022, en 22 points, Alex Karp et Nicolas Zamiska résument The Technological Republic, leur livre paru en 2025, en expliquant que la Silicon Valley a une dette morale envers l'État. C'est très beau. Que le soft power ne suffit plus, donc la capacité à séduire ne suffit plus, que les armes à IA seront de toute façon construites, donc allant contre la pétition de 2017 contre les armes automatiques signée par Trump, qu'un service national universel mérite d'être rétabli, vaste programme, que le désarmement de l'Allemagne et du Japon après-guerre doit être corrigé, et que le pluralisme occidental est devenu vide et complaisant. Ce n'est pas un brouillon philosophique, c'est la vision du monde officiel d'une entreprise déjà branchée sur l'armée, le renseignement, la police et l'immigration. Alors, Palantir, en effet, appelle aux robots armés, appel au service militaire national, ça paraît contradictoire. On se dit justement, si vous avez des robots armés, vous n'avez plus besoin de service militaire national. Eh ben, ils appellent aux deux à la fois et ils parlent de cette république technologique. Le vrai scandale, ce n'est pas, je lis la dépêche, qu'une entreprise vende du logiciel aux États, c'est qu'une société née du complexe sécuritaire américain, nourrie par l'argent public, dopée par les contrats militaires, policiers et migratoires, publie désormais un catéchisme politique, parce que c'est bien ça, un catéchisme politique, où la démocratie sert surtout à légitimer l'armement algorithmique, la surveillance prédictive et la remobilisation impériale de l'Occident. Palantir ne se contente plus d'équiper les appareils d'État, elle cherche à leur fournir la morale, le récit et l'ennemi. C'est un peu comme si IBM, pendant la guerre du Vietnam, se mettait à publier aussi une sorte de profession de foi en faveur de la guerre. Alors, Palantir, c'est le complexe militaro-industriel, c'est la privatisation de programmes étatiques qui auraient été scandaleux. On sait que le Total Information Awareness, par exemple, n'aurait jamais pu être accepté s'il avait été étatique, mais maintenant que c'est une société privée, ça passe. Gunther, c'est quoi cette nouvelle tendance du complexe militaro-industriel américain qui se met à publier des catéchismes comme ça? Idriss, il y a 10 ans, serait totalement impossible qu'une entreprise privée publierait un tel document. Impossible. Cette entreprise, on ferait tout pour fermer cette entreprise, pour accuser les actionnaires. Maintenant, au contraire, on dit, mais regardez ce que dit Palantir. Eh bien, nous, comme État, on ne peut plus rendre les services aux citoyens. Nous dépendons des entreprises qui sont obligées quand même de nous fournir de ce que nous avons besoin, y inclut la nouvelle morale. Et ce que nous rencontrons dans ce document, c'est vraiment une promesse de clarté. Alors attends, Gunther, je veux pas te couper, mais ce que tu as dit est extrêmement intéressant. Tu dis, nous dépendons même des entreprises pour nous fournir la morale. Mais la logique de cette déclaration, ça veut dire que, par exemple, si l'État commande des armes, ça veut dire qu'il n'en a pas. Si l'État commande de la morale, ça veut dire qu'il n'en a pas non plus. Donc, est-ce que mais c'est évident. Okay. L'Europe a fait la preuve de ne pas faire de morale. On fait une attaque contre l'un, mais on permet le génocide de l'autre. On a quand même fait la preuve que nous n'avons plus du tout cette capacité d'être dans l'avant-garde des droits humains. Les droits de l'homme ne sont plus dans l'avant-garde. Nous faisons même nous-mêmes la preuve de condamner des gens qui n'ont rien fait, qui ne peuvent pas se défendre, qui sont devenus des inconnus dans la société, et tout parce que il y a une administration. Alors, nous sommes, dans cette situation où il est possible que l'administration décide qu'une telle et telle personne, eh bien, cette personne n'a plus le droit d'être citoyen. Il n'a plus le droit non plus de se défendre. Alors, quand nous nous retrouvons dans des situations où même ICE est capable de prendre des Américains, des citoyens américains, et que ça les prend des journées, même des semaines pour faire preuve qu'ils sont des Américains légitimes, qu'ils sont des gens qui vivent parfaitement dans, je dirais, le droit de l'État, eh bien, ces gens
quand même se retrouvent encore pendant des semaines dans des prisons où on n'a plus le droit vraiment de se faire valoir comme citoyen. Alors, si l'Europe et les États-Unis se permettent ces excès, eh bien, c'est aussi normal qu'on cherche où sont les limites. Les limites que nous trouvons aujourd'hui sont des limites qui n'existent plus, comme ça a été commenté par plusieurs personnes. Si vous ne faites pas la négociation et la paix avec moi, je vous promets génocide. C'est quelle forme de négociation que nous avons trouvée aujourd'hui? Et dans ce contexte, c'est tout à fait normal qu'il y a une entreprise qui dit, eh bien, pour moi, les règles sont ces règles-là. Moi, j'opère encore. N'oublions pas que c'est Palantir qui a quand même fourni l'intelligence artificielle pour assassiner des gens. Oui, c'est pas la première fois, c'est pas moi qui l'a inventé, ni l'a dit pour la première fois. Nous sommes bien au courant. Alors, cette entreprise, quand même, doit se faire valoir en disant, eh bien, mes limites et mon encadrement sont ces règles et ce sont ces idées de qualité de vie qu'on se propose. Et je crois que nous avons évidemment perdu l'horizon parce que qui est maintenant notre leader intellectuel, spirituel, moral? Les Nations Unies. Les Nations Unies ont aucun pouvoir. Il y a le meurtre, l'assassinat même des soldats de paix des Nations Unies, ça s'est fait. L'Italie, la colère de Meloni, c'est entre autres parce qu'on a assassiné, on a attaqué des soldats qui sont là pour maintenir la paix. Et bien, bon entendu, c'est un inconvénient et on a simplement éliminé la personne. C'est-à-dire que quand nous sommes dans cette ambiance-là, c'est normal qu'une entreprise comme Palantir se manifeste en disant, eh bien, c'est ce que nous croyons qui est le monde d'aujourd'hui. Ils n'ont pas du tout, pour eux, c'est pas le monde de demain, parce que le monde d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils souhaitent présenter. Évidemment, les gens l'analysent et font une sorte de manifesto de la moralité d'aujourd'hui et de demain. Non, ce qu'ils offrent, c'est vraiment un encadrement commercial. Nous faisons le commerce dans ce cadre-là. Nous voulons faire le commerce, bien entendu, d'une armée des robots. On va faire le commerce et nous opérons dans ces conditions, mais nous allons aussi opérer le commerce des soldats traditionnels, mais on va les équiper avec une intelligence artificielle qui leur permet d'assassiner ou d'attaquer d'une autre manière selon les informations que nous avons pu fournir à chaque soldat quand ils font leur tir pour assassiner, pour faire ce qu'ils ont été amenés à faire. Et pour ça, Idriss, conclusion. C'est quoi ce que Palantir a fait? Eh bien, dans le passé, on avait un catalogue avec tous les produits qu'on pouvait acheter. Eh bien, ce qu'ils ont publié, c'est un encadrement avec tous les marchés de toutes les technologies qui sont prêts d'offrir au gouvernement pour assurer que leur chance de gagner dans la guerre, et bien entendu, on fait la sublimation, c'est la guerre des terroristes, c'est la guerre contre tout ce qui n'est pas pour la démocratie, comme on l'a défini, etc. Eh bien, ceux qui sont contre, eh bien, on a maintenant un encadrement qui vous permet de faire le choix de technologies que nous, Palantir, sommes capables de vous offrir pour que vous avancez dans vos objectifs de société. Oui, et en plus on a avec Palantir ce nouveau côté dark hippie, c'est-à-dire que on sait qu'on avait des hippies dans les années 60-70 qui sont devenus ensuite des employés du complexe militaro-industriel. C'était même très curieux, enfin des gens qui étaient avec les cheveux longs, qui étaient peace and love et puis qui sont devenus millionnaires chez Lockheed Martin ou autre ou dans le logiciel. Et chez Palantir, on a Alex Karp qui est donc un docteur en philosophie
qui fait des cérémonies de l'ayahuasca, qui prend des psychédéliques comme les hippies, mais alors les nouveaux psychédéliques, les hippies prenaient du LSD, les nouveaux hippies prennent de l'ayahuasca, et qui en même temps parle de faire ce catéchisme de la guerre, etc. Donc ce nouveau Dark Hippie 2.0, c'est de plus en plus inquiétant, parce qu'on sait que les premiers Dark Hippies avaient été très dark pour le coup. Le fait qu'ils soient passés comme ça de Peace and Love à Money and War, c'était déjà très très curieux et violent. Mais là maintenant, les Dark Hippies 2.0 se sentent investis d'une sorte de mission cosmique qui ne peut que nous inquiéter. Toi qui as bien connu d'ailleurs la période de la première Silicon Valley dans les années 70 avec justement ces nouveaux Dark Hippies 1.0, si tu as un tout petit commentaire à faire là-dessus avant qu'on passe sur la prochaine dépêche, tu me dis, sinon je passe à la prochaine dépêche. Idriss, c'est très important que ce qu'il faut quand même se rendre compte que quand vous avez affaire avec des entreprises comme Palantir, on n'a pas affaire avec des entreprises qui ont été fondées avec du capital, qui vont répondre aux besoins du marché, qui vont faire des analyses de la demande, qui vont faire l'analyse des concurrents. Non, ça c'est le modèle du passé pour ces entreprises qui savent parfaitement que le monde des guerres, c'est le monde quand on fait vraiment les grands profits. C'est-à-dire que c'est le moment de gagner d'argent et gagner le pouvoir. Parce que l'entreprise, n'oublions pas que aussi les Rockefeller ont cherché le pouvoir. Il ne cherche pas le pouvoir direct en tant que président élu, mais il cherche le pouvoir que n'importe quelle personne qui serait président sera un président qui les écoute et qui fera des affaires avec eux, parce que ils vont offrir au gouvernement ce que le gouvernement désire avoir. Et évidemment, pour pouvoir faire cette transition d'une entreprise commerciale avec le marketing à une entreprise qui vend quand même des résultats militaires, parce que n'oublions pas, ce que Palantir vend sont des résultats militaires. C'est presque, ce n'est pas une armée privée qu'on achète, mais on vous vend des résultats garantis sur le terrain, et le terrain, c'est bien entendu la lutte avec vos objectifs pour avoir un grand Israël, ou un objectif pour éliminer l'Iran, ou un objectif pour éliminer le Liban, ou un objectif pour éliminer l'Israël. Ça n'importe pas, ce sont des gens qui sont là pour vous appuyer dans vos objectifs militaires, politiques, idéologiques. Et c'est pour ça que nous avons cette transition si importante d'une série d'entreprises. Et bien entendu, on constate qui a investi de l'argent dans ces entreprises. Ils ne sont pas seulement les milliardaires qu'on connaît, ce sont les grands groupes comme BlackRock, Vanguard, ils investissent dans ces entreprises. Et c'est là où on voit la grande différence entre l'entreprise commerciale de pointe technologique du passé et cette nouvelle génération des entreprises qui se mettent à nous offrir. Et ils ont besoin des agents. Change agents, comme on dit en anglais. Et ce que tu appelles les hippies, les hippies noirs 2.0, eh bien, ils en ont besoin. Ils ont besoin des gens qui sont les traducteurs de cette transition entre entreprises avec des actionnaires, avec une entreprise qui vous vend des résultats sur le terrain militaire politique. C'est très clair. Alors, dernièrement, il y avait eu une rumeur, on en a parlé sur ma chaîne principale, je vais l'afficher maintenant, selon laquelle la Russie aurait mis en garde l'Iran sur le fait que les prochaines négociations seraient un bluff et prépareraient une invasion terrestre. Alors, l'excellent compte de Will Shriver, que je vous recommande, qui est un commentateur géopolitique qui s'exprime en anglais et en italien, nous dit « Si la carte fournie en bas du rebar, donc des open source intelligence, je vais la
la dézoomer, la voici. Donc Ribar, c'est un très bon compte sur Telegram à suivre aussi. Je rappelle que moi, je n'ai pas de compte Telegram. Si quelqu'un vous vend des cryptos avec ma tête sur Telegram, ce n'est pas moi, c'est une escroquerie. Je ferme la parenthèse. Donc vous avez sur Telegram Ribar qui fait des cartes comme ça à partir de l'intelligence libre, notamment donc du déploiement des forces maritimes américaines. Vous voyez ici en mer d'Arabie, avec donc toujours l'Abraham Lincoln, mais le Tripoli, le Delbert Black, le Languedoc, le Michael Murphy, etc. Donc toute cette puissance, plus la mer Rouge, plus l'océan Indien, plus le canal du Mozambique, plus la Méditerranée, qui est quand même juste à côté du théâtre d'opération, où on voit bien entendu tous ces bâtiments de guerre, y compris donc des bâtiments italiens, bien que Giorgia Meloni ait émis à plusieurs reprises de grandes réserves concernant l'intervention en Iran. Alors, voilà ce que nous dit ce compte. Nous avons un groupe aéronaval avec l'USS Friday Abe, etc., etc. Donc, il fait la liste de tout ce qu'on vient de voir sur la carte. Et une flotte de cette taille, voilà sa conclusion, est faite pour être utilisée et sera utilisée. Je m'attends à la plus grande attaque navale dans cette guerre, et probablement depuis la guerre du Golfe. C'est ce que nous déclare Will Shriver. De l'autre côté, beaucoup disent que ce serait Gallipoli 2.0, à savoir l'opération amphibie que Churchill, en tant que premier lord de l'amirauté en 1914, avait prédit comme simple, et qui en fait s'était avérée meurtrière, dévastatrice pour les Alliés, puisque bien sûr la Turquie avait été formée par l'Allemagne et s'attendait parfaitement à ce débarquement. Alors Gunther, une flotte de cette taille, selon toi, c'est fait pour être utilisé, ou c'est fait uniquement comme instrument de négociation, ou les deux, ou la politique de Trump, on la compare, on parle souvent de Madman Theory, la théorie de l'homme fou avec Nixon. Essaie de nous éclairer là-dessus. C'est ce que j'appelle la présence théâtrale. C'est du théâtre. Parce que n'oublions pas que quand vous avez beaucoup de bateaux, vous n'avez pas du tout les soldats pour mettre sur le terrain. Vous n'en avez pas. Si vous regardez les États-Unis avec les 50 000 personnes dont ils ont besoin pour opérer cette flotte, il n'y a que 3 500 qui peuvent débarquer. 3 500, c'est tout. Alors, qu'est-ce que vous représentez avec 3 500 quand vous êtes en train de prétendre que vous allez prendre ce terrain iranien? En plus, nous sommes déjà fin avril, début mai. Vous avez le plaisir de vous débarquer avec 40 degrés. D'ici très peu, vous avez 50 degrés, 100% d'humidité. Je vous souhaite bonne chance. Alors, c'est pour ça que pour moi, c'est du théâtre. C'est du théâtre, effectivement, pour négocier. Et les négociations sont en cours, mais ce qu'il est évident, c'est que pour le président Trump, il est obligé de faire des annonces que tout ira bien, parce que sinon le pétrole, j'étais il y a peu à San Francisco, on paye déjà $7 le gallon. Alors, $7, on parle que la moyenne aux États-Unis est de 4, mais il y a déjà des excès et on dépasse les 7. Ça veut dire que pour Trump, les statistiques, les prognoses pour les élections ne vont pas bien du tout. Il a besoin de faire du théâtre pour faire la preuve qu'il est sérieux. Mais n'oublions pas que l'analyse militaire est très vite fait, parce qu'il n'a que 3 500 personnes. Alors 3 500, même si vous êtes parfaitement équipé et vous êtes parfaitement appuyé, eh bien vous n'êtes jamais capable d'occuper un terrain pour beaucoup de temps. Et c'est ça ce que nous oublions, que les Allemands, les Européens, les Français et tous les autres pays qu'on mentionne n'ont pas du tout l'expérience de faire des opérations de terrain en Iran. Ce sont des terrains complexes, surtout en été. N'oublions pas, en été, vous êtes dans des conditions qui sont terribles. Il fait chaud, il fait humide, il n'y a pas d'eau, et c'est pas facile. C'est pour ça que pour moi, tout ça, c'est négociation, c'est pas du tout. Et c'est raison pour laquelle il faut quand même lire avec grande prudence
pas les dépêches des Russes, parce que les Russes n'ont pas du tout envie de se mêler dans cette affaire contre les États-Unis. Nous savons très bien que l'action est plutôt dirigée contre la Chine. Parce que qui est le grand bénéficiaire de toute cette énergie qui passe par le Strait d'Ormuz? C'est la Chine. Et c'est pour ça qu'il faut bien lire la dépêche qui fut lancée hier par le porte-parole des affaires étrangères de la Chine, qui a dit, eh bien, on n'accepte pas du tout que vous preniez un bateau qui vient de la Chine, qui rentre en Iran, on n'apprécie pas. Alors, la Chine, bien entendu, comme les Iraniens sont assez doux dans leurs expressions, les Iraniens font plutôt une expression par la bande dessinée Lego, qui est quand même devenue super populaire, et les Chinois, ils envoient des dépêches qui ne disent rien, mais entre les lignes, on a quand même très bien compris que la Chine n'apprécie pas. Et n'oublions pas que la Chine a fait une deuxième démarche qui est à passer presque inaperçue dans le contexte Iran et États-Unis-Chine, c'est son rapprochement avec Taïwan. La présidente de l'opposition, le Kuomintang, le parti d'opposition du président Lai de Taïwan, fut invité par le président Xi Jinping pour une visite, et lors de cette visite, la Chine populaire a quand même offert à Taïwan des mesures pour éviter la guerre. Et c'est bien entendu une dépêche super importante, parce que d'un côté, ils disent aux Américains, attention si vous touchez nos biens ou nos outils de commerce, mais deuxièmement, ils disent, on souhaite la paix en Asie. On souhaite la paix. Et la Russie reste quand même très bas perfil, ne fait pas grand-chose. En plus, ils sont en train de vraiment prendre position en Ukraine. On n'en parle plus. Oui. Ils avancent à Donbass pas par pas. Je crois que ce qui est malheureusement la réalité, que c'est des grandes analyses pour des prises de position théâtrales, oublient complètement ce qui est en train de passer à côté. Les Chinois, le Taïwan et surtout, je crois, cette instabilité américaine dans ses prises de position qui rend quand même la main très difficile pour les négociations qui auront lieu, je crois, demain. Alors, tu as très bien lancé le nouveau sujet, c'est-à-dire la Russie. Justement, la Russie, aujourd'hui, est entre deux positions. D'une part, elle vient d'annoncer officiellement la libération de la République autonome de Luhansk. Donc, c'était une des républiques qui avait déclaré sa sécession du Donbass. Elle l'a annoncé aujourd'hui, à l'heure où on enregistre. Donc, demain, ça sera hier pour vous qui voyez l'octogone. La République autonome de Luhansk est considérée comme libérée par les Russes. Donc, c'était un des buts de guerre les plus importants de la guerre en Ukraine, et les Russes continuent à mener des opérations. On va d'ailleurs remontrer rapidement deepstatemap.live parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Et deepstatemap.live, comme vous le savez, est la meilleure source pour avoir, et c'est une source ukrainienne, on ne le répétera jamais assez, c'est une source qui est compilée par les Ukrainiens. On voit ici toutes les petites flèches sur les différentes offensives, et encore une fois, par exemple, quand ils mettent une zone ici en gris, ça veut dire qu'en réalité, elle est déjà rouge, parce que c'est une source ukrainienne, donc ils ont tendance à sous-estimer les avancées russes. Donc voilà pour Luhansk, et en effet, maintenant, la prochaine cible, c'est clairement Konstantinivka. On le voit ici, l'axe Konstantinivka, Kramatorsk et Slaviansk étant vraiment les joyaux de la couronne pour le Donbass. Les buts de guerre russes ont toujours été centrés sur cet axe-là, Konstantinivka jusqu'à Slaviansk, en sachant bien sûr que la prise de Pokrovsk isole davantage ces différentes villes, mais on voit qu'au rythme où les Russes progressent, ça pourrait prendre encore des années. Cependant, l'arrivée des coûts du pétrole, la hausse des prix du pétrole
leur permet de financer indéfiniment cette guerre. Et puisque les Russes récupèrent des territoires, ils récupèrent aussi des populations. Donc les pertes dans cette guerre sont largement compensées pour eux, malheureusement pas pour les Ukrainiens. Par ailleurs, autre dépêche qui est alliée avec celle-là, en fait, les Russes sont en train de montrer les dents. Ça vient de tomber. La Russie a fait quelque chose de sans précédent. Une escalade aujourd'hui diplomatique avec Israël. D'habitude, les relations entre la Russie et Israël étaient quand même plutôt stables et plutôt pacifiées. Dernièrement, une fonctionnaire israélienne avait mis en garde Moscou en disant « Nous contrôlons toutes vos caméras de sécurité urbaine. Nous avons accès par nos backdoors, par nos hackers avec l'unité 8200. Nous avons accès à toutes vos caméras de sécurité, toutes vos caméras même de routières. » Et beaucoup s'étaient dit que c'était un bluff. N'empêche que le lendemain, les Russes faisaient basculer toutes les caméras de sécurité sur l'intranet russe, sur RuNet, RuneNet, l'intranet russe, qui est coupé du reste du monde. Donc bluff ou pas, on ne sait pas. L'affaire des beepers a démontré que les Israéliens étaient capables de mener des supply chain attacks. Et là, les Russes viennent de répondre en nature. Ils ont arrêté, ça vient de tomber, 40 citoyens israéliens qui descendaient d'un vol Tel Aviv-Moscou. Ils ont été immédiatement interrogés, détenus pendant 5 heures, questionnés sur leur lien avec la guerre en Iran, et on leur a dit à bout portant, point blank, nous dit cette dépêche, l'Iran est notre allié, si vous êtes les ennemis de l'Iran, vous êtes les nôtres. Alors, il y a au moins 2 millions d'Israéliens qui parlent russe, il y a au moins 1 500 000 Israéliens qui ont la double nationalité ou qui peuvent l'avoir. La dépêche nous dit ce n'était pas du tout un harcèlement aléatoire, c'était délibéré. Moscou ne perd pas son temps sur des contrôles routiniers comme cela. Là, il s'agissait de faire en sorte que le monde se prenne bonne note de cette position. Alors ça, et le Time of Israel l'a rapporté. Donc là, cette dépêche en parle, mais c'est le Time of Israel qui nous rapporte ça complètement. Donc 40 Israéliens détenus à Moscou. Et c'est un incident qui n'est pas du tout anodin. Alors, Gunther, spécifiquement sur ce cas, est-ce que Moscou serait pas en train de durcir sa position vis-à-vis d'Israël ? Il y a plus que simplement un durcissement de la position. Nous savons très bien que des entreprises qui font, entre guillemets, la gestion des informations, des données, captation des données, analyse des données, sont souvent des entreprises liées à des sociétés israéliennes. C'est pas un secret, on le sait très bien. C'est un créneau où Israël a développé une connaissance et aussi une compétence extraordinaire, et bien entendu, les pays dans le monde entier ont acheté les services. Ce qu'on ne savait pas du tout, est-ce que derrière, malheureusement, avec connaissance ou sans connaissance, mais derrière, les informations ont été transformées en données disponibles pour une analyse avec intelligence artificielle, pour trouver n'importe quelle donnée sur n'importe qui ou n'importe quoi, y inclut des données pour pouvoir assassiner l'un ou l'autre qu'on n'aime pas du tout. Alors, nous avons constaté que et le contrôle des beepers et le contrôle des caméras pour la circulation dans des villes et des données sur la densité de trafic ou de passagers dans les aéroports, tout d'un coup, on constate que toutes ces informations se retrouvent dans des grandes analyses des données pour pouvoir faire des attaques militaires couvertes, non couvertes, des attaques, des assassinats, même pour assassiner des gens. Et c'est là où le Kremlin a dit, excusez-moi, pas avec nous. Nous savons très bien que ça a engendré tout un développement d'un réseau d'informations complètement coupé, séparé des systèmes de transmission des données et la captation des données dans des centres de données qui sont américains, israéliens, et c'est raison pour laquelle que
et avant tout la Chine, maintenant la Russie, font savoir que le jeu a été démasqué et que maintenant on ne l'accepte plus. Dans le passé, on avait cette demande, vous n'avez pas le droit de faire des photos quand vous êtes devant votre agent pour l'immigration. On savait qu'il y avait des endroits où on ne pouvait pas faire des photos. On sait très bien, on sait parfaitement que la captation des photos officielles et des vidéos officielles ont été quand même chopées par des intérêts militaires, et c'est là où et la Russie et la Chine surtout ont décidé de développer des systèmes complètement isolés. Bien entendu, l'appareil qui est encore un appareil qui est facile d'utiliser pour capter beaucoup de données, c'est le téléphone. Mais je vous assure, quand vous arrivez à Moscou, même avant que vous ne débarqueriez de l'avion, les Russes ont déjà tous les données que vous avez sur votre téléphone. Tout. Alors, ça prend des minutes. Le moment que vous vous connectez ou que vous essayez de vous connecter, eh bien, les données sont prises. C'est-à-dire que nous avons maintenant une guerre de captation des données par téléphone mobile et par tous les types de caméras qui existent aujourd'hui. Cette guerre dépend de la capacité de canaliser ces données vers un serveur. Et bien entendu, c'est devenu beaucoup plus difficile. N'oublions pas, en plus, que les satellites ne sont pas capables de transférer autant de débit d'informations. Ce sont des données qui doivent être canalisées par autres moyens, et ce sont bien entendu les câbles fibre optique. C'est pas une surprise que les câbles fibre optique sous-marins ont été coupés, parce qu'on ne veut plus être le sujet d'un transfert de données par câble à très haut débit. Dans les films, on voit encore les USB et les puces qu'on met, mais c'est fini. Oublions ça. Comme c'était le cas dans quelques villes où tous les caméras de circulation, tous les données de tous les caméras qui permettent de suivre toutes les voitures et toutes les plaques des voitures, eh bien, toutes ces informations, de plus en plus, deviennent des informations stratégiques pour gérer la guerre, pour gérer l'intelligence. L'Afrique du Sud, par exemple, a fait un accord pour tout ce qui est douane et dédouanement dans tous les ports avec Microsoft. Eh bien, Microsoft a dû promettre que toutes les données devraient être stockées dans leurs ordi en Afrique du Sud. Oui, mais tout le monde sait très bien qu'il y a des câbles sous-marins qui peuvent faire un miroir parfait de toutes ces données. Et bien, Microsoft n'est pas capable de garantir que ces informations sud-africaines n'arrivent pas en Israël ni à Washington. Et je crois que c'est là où la Russie a décidé de faire un peu théâtre pour dire, eh bien, messieurs, c'est fini, hein. Alors, vous l'avez fait pendant des années, on n'a pas bien compris ni vu, mais la réalité sur le terrain d'aujourd'hui fait que effectivement, nous allons vers un Internet qui sera parfaitement divisé entre deux Internets. Alors, c'est ça ce qu'il faut savoir. On aura deux Internets complètement séparés. Il n'y aura pas de connectivité entre les deux. Maintenant, on a encore un peu de Telegram sur un et le Telegram sur l'autre, mais je t'assure, d'ici 3 ans, c'est fini. C'est fini. Il faut vraiment choisir les systèmes parce que on a ras-de-bol de ce vol de données et on a ras-de-bol de ces copiages des informations et on va faire la guerre la guerre d'accéder aux informations des autres par des voies complètement différentes, ce qu'on a fait aujourd'hui. Et je rappelle quand même que un pays comme l'Afrique du Sud, qui avait 9 câbles sous-marins
dans le pays, eh bien, il n'y en a que 4 qui sont opérationnels. 4. Pourquoi est-ce qu'ils ont été coupés? Eh bien, ils ont été coupés pour la simple raison qu'on volait tous les données. Et quand l'Afrique du Sud a décidé d'aller à la Cour de justice internationale pour avoir une condamnation d'Israël pour génocide, eh bien, c'est évident qu'il y a des contre-attaques qui se feront, et les contre-attaques se feront entre autres grâce aux informations qui sont disponibles. Moi, j'ai aucune confirmation que Microsoft fournisse ces informations. Non, je n'ai pas. Je ne fais pas d'insinuation, mais ce qui pour moi est réel, c'est que ces entreprises aujourd'hui ne gèrent plus comme avant l'indépendance ni de l'entreprise, ni des données qu'ils gèrent pour leurs clients. Et c'est raison pour laquelle, on revient sur la dépêche antérieure, c'est raison pour laquelle une entreprise comme Palantir a le culot de dire, mais voilà, c'est comme ça que nous allons opérer. Microsoft, comme entreprise aujourd'hui, n'a pas du tout le droit ni la capacité de se comporter comme se comporte, par exemple, Palantir. Au contraire, parce qu'il y a trop de contrats de gouvernement dans le monde entier. Mais nous allons voir un changement de comportement et c'est là où je dois dire ces petits faits divers avec 40 personnes à Moscou n'est qu'un petit message pour dire nous avons compris le jeu, on prend des mesures, prenez le message, vous prenez ce message avec vous et bien on sera obligé de changer de comportement. Parfait. Bien, dernière dépêche avant qu'on passe à l'édition réservée aux abonnés et aux professionnels. Justement, on est sur ce thème, la guerre au Liban. Au Liban, le cessez-le-feu masque une logique de guerre durable. C'est ce que montre l'analyse de nos confrères de Plus 972 Magazine, le média citoyen israélien. Derrière la trêve, la logique stratégique israélienne ne semble pas avoir changé. Les notions de zone tampon et de sécurité au sud du Litanie reviennent au premier plan, c'est-à-dire qu'Israël envisage, sous l'administration Netanyahou, d'occuper définitivement le sud du Litanie pour y installer des bases. D'ailleurs, dernièrement, BFM s'est fait épingler en France, BFM qui appartient à un groupe libanais pourtant, s'est fait épingler pour avoir écrit « Israël reprend les démolitions au sud Liban ». Alors les notes de la communauté sur X ont rappelé qu'une démolition, ça ne se fait pas avec des missiles. Un missile, c'est fait pour détruire. Une démolition, c'est du bâtiment et travaux publics. Et c'est évidemment ce genre de vocabulaire dont bénéficie Israël et aucun autre pays quand on parle notamment d'agrandir son territoire plutôt que d'annexer. Enfin voilà, quand c'est la Russie, c'est évidemment une invasion hostile et des destructions. Quand c'est Israël, c'est on agrandit son territoire et on mène des démolitions. C'est simplement de la rénovation et du BTP. Cette lecture prend un relief particulier avec la frappe menée sur Ain Saadé, localité majoritairement chrétienne située à l'est de Beyrouth. L'attaque a fait au moins 3 morts, dont Pierre Mouawad, un responsable local des forces libanaises, formation politique hostile au Hezbollah. Et oui, Israël tue les ennemis du Hezbollah. Pour beaucoup d'habitants, le choc a été d'autant plus fort que la ville figurait parmi les rares endroits considérés comme relativement à l'abri. Israël a affirmé avoir visé une cible dite terroriste. Évidemment, si vous êtes mort sous une frappe israélienne, ça fait de vous instantanément un terroriste. D'ailleurs, on finira par retrouver un numéro de Mein Kampf en arabe très certainement dans votre tiroir à chaussettes. Au fond, le problème est là, le cessez-le-feu ne signifie pas forcément la paix, il peut masquer une continuité stratégique. Alors on salue quand même nos confrères de Plus 972 Magazine, ces journalistes citoyens israéliens et palestiniens qui font la meilleure couverture dans la zone. Alors ça d'une part, et d'autre part, je vais le mélanger avec la dernière dépêche. À 1 an du Mondial 2026, l'administration Trump prépare un précédent lourd, faire du visa d'entrée un instrument de tri idéologique. L'envoyé américain contre l'antisémitisme Yehuda Kaplan a déclaré que les États-Unis pourraient refuser l'accès à des personnes accusées d'avoir favorisé l'antisémitisme dans leur pays, en martelant qu'entrer sur le territoire américain is a privilege, not a right. Très bien. Sauf que Haaretz a relayé que, en fait, les accusations d'antisémitisme allaient venir contre toute critique de l'État d'Israël. Et encore une fois, ce n'est pas nous qui le disons, c'est Haaretz, un des plus grands médias israéliens, certes de gauche, certes profondément anti-Netanyahou. Alors, ces deux dépêches sur lesquelles on va conclure, qu'est-ce qu'elles t'inspirent, Gunther? Idriss, le Liban est le seul pays qui, comme pays
pays, comme État, n'a jamais tiré une balle comme pays. Et c'est un pays qui est demandé de faire des négociations de paix. Bien entendu, le pays a un grand problème et un grand défi que même s'il y a un gouvernement, il y a le Hezbollah qui est présent et qui, bien entendu, tire des balles et qui lance des drones. Ça c'est un cas concret. Mais il faut quand même séparer le cas État. L'État Liban est un État où l'armée n'a pas tiré une balle. C'est-à-dire que le grand défi pour le Liban, c'est la gestion à l'intérieur du pays. Bien entendu, la gestion à l'intérieur du pays, je connais très bien Fouad Makhzoumi. Fouad Makhzoumi, c'est le milliardaire libanais qui a fait quand même la construction d'une grande partie de l'infrastructure de distribution pétrolière dans le Moyen-Orient. Et lui, il a créé un parti de dialogue national. Et ce dialogue est un dialogue qui avance très bien. Alors, j'ai suivi et j'ai connu Makhzoumi depuis pas mal d'années, ça maintenant depuis une vingtaine d'années. Je l'ai d'ailleurs encore visité au Liban, mais la réalité est une situation très difficile. Alors, il y a un pays qui cherche de faire la paix à l'intérieur du pays, qui a quand même fait des avancements assez extraordinaires, mais qui se retrouve dans une situation très difficile. La situation difficile, c'est qu'il y a un voisin qui s'appelle Israël et la politique israélienne aujourd'hui a comme objectif de créer le Grand Israël. Eh bien, c'est-à-dire que n'importe ce qu'ils font à l'intérieur, l'opportunité qui se présente avec la situation politique d'aujourd'hui permet de faire une prise de position qui, je suis convaincu, comme ça sera avec Syrie sur le Golan, avec le Liban, nous allons voir une expansion d'Israël dans une philosophie de ce pays, dans une philosophie politique qui dit nous avons le droit de créer le Grand Israël. Je crois que le Liban est quand même coincé parce que le pays n'a pas d'armée. Les Nations Unies qui devraient assurer la paix et qui ont quand même des soldats sur place n'est plus considéré comme légitime parce qu'on tire là-dessus. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est ce que vous voulez qu'on fasse. Et c'est là où je crois que comme nous n'avons plus de respect pour les droits de l'homme, comme il n'y a plus de respect pour la diplomatie, comme on n'a plus le respect pour n'importe quoi, parce que ce sont des objectifs politiques de l'un et de l'autre qui sont la priorité et qui seront imposés, eh bien, je crains que le Liban va perdre 25% de son territoire dans les mois qui viennent. Nous ne voyons pas du tout les moyens ni politiques ni diplomatiques et surtout pas militaires d'arrêter, sauf que s'il y a quelqu'un qui fera quand même une prise de position extrémiste absolue. Et je crois que c'est là où nous avons vraiment le danger aujourd'hui. C'est que le manque de respect pour n'importe quel accord international, n'importe quelle loi, n'importe quelle situation humanitaire, n'importe quelle, eh bien, ça va nous amener à avoir un extrémisme absolu qui est prêt de faire n'importe quoi. Et je crois que c'est ça ce qui est le vrai danger
que nous sommes en train de créer. C'est nous tous, nous sommes responsables pour la création d'un extrémisme absolu, parce que on ne perd plus rien, on a tout perdu. Vous avez des gens qui ont déjà tout perdu. Ils ne doivent pas faire la lutte pour gagner, pour sauver. Non, ils ont déjà tout perdu. Et dans la prise de position politique que nous connaissons aujourd'hui, des gens qui ont tout perdu, mais ils sont prêts de rassurer que vous perdriez tout aussi. Et c'est là ce que nous avons le danger. On avait toujours des extrémistes, on avait toujours des terroristes, on a toujours eu des gens qui étaient mécontents, on a toujours des gens qui voulaient faire la guerre, le maquis, vous le dites comme vous voulez, mais maintenant nous avons des gens que le jour ils auront l'opportunité de prendre quelques kilos quelques kilos de quelque chose, eh bien, ils sont prêts de faire le drame pour le monde entier. Et pour moi, c'est ça ce qui est le vrai danger. Cette liberté que plusieurs pays se réservent pour faire ce qu'ils souhaitent, pour qu'ils aient leur objectif absolu, politique, idéologique, même religieux atteint, eh bien, ça va nous générer une contre-réaction d'extrémisme qu'on n'a jamais connu dans l'histoire, où les gens qui ont déjà tout perdu sont prêts de rassurer que tout le monde perdira tout. Et ça, c'est vraiment la situation actuelle, raison pour laquelle il faut trouver des gens qui parlent, des gens qui s'engagent, des gens qui font la différence. Mais je vous assure que, comme on le dit, si vous n'êtes pas, si vous osez dire quelque chose contre quelqu'un, ben voilà, vous ne pouvez même plus rentrer pour regarder un match de foot. C'est à ce nouveau que nous sommes arrivés. Vous ne pouvez plus avoir des opinions, vous pouvez même plus lire des dépêches des autres pour comprendre leur position ou pour quand même saisir la difficulté que les gens sont en train de confronter. Alors, l'Europe, par exemple, a passé une loi pour interdire accès aux dépêches russes. Mais imaginez-vous, où est-ce que nous en sommes? Les Américains n'ont pas interdit. Aux États-Unis, vous pouvez encore lire des dépêches russes. Je crois que nous avons dans ces informations, on a besoin des gens qui sont prêts de faire des dialogues et qui ont les moyens de faire des dialogues. Et je crois que, pour résumer dans ce cas du Liban, je crois que Fouad Marchoumi, eh bien, c'est un homme qui essaie depuis des années d'avoir un dialogue national, et c'est pas facile. Et il doit toujours se méfier de ce qu'il dit, mais il faut avoir des gens qui ont le courage de dire, d'engager et d'impliquer et d'être pragmatique à la fin de la journée. Aujourd'hui, le pragmatisme est très difficile. C'est très difficile. Et c'est pour ça que nous avons de temps en temps besoin de la bande dessinée pour nous créer des ambiances illusoires et d'inspiration afin qu'on puisse imaginer quelque chose de créatif. Parce qu'on a besoin des solutions qui sont super créatives. On peut pas faire la politique comme avant.